faire aussi, en même temps que de parler d'un homme, c'est vous parler aussi d'un personnage, certes à peu près oublié. Je crois qu'à part quelques spécialistes de l'époque et quelques habitants du Vendômois, plus personne ne sait qui a été le premier inspecteur général du génie. Et j'ai trouvé dans les éditions de la correspondance générale ce surnom que j'ai donné en sous-titre à l'ouvrage, le Vauban de Napoléon, ce qui le fait quand même, ce qui le situe un peu et ce qui permet quand même d'avoir un titre un tout petit peu plus vendeur que Marescot, que personne ne connaît. Donc ce qui m'a intéressé, c'est de voir non seulement l'homme, mais aussi tout ce qu'il y avait derrière lui, car je trouve que la figure de Napoléon est un peu écrasante, celle des gens du premier cercle l'est un peu aussi, et que ce n'est pas inintéressant de s'intéresser au second cercle, tous ces gens qui étaient peut-être de deuxième ordre, de deuxième importance, vous le verrez tout à l'heure en écoutant un peu le détail de tout cela, mais qui, je crois, dont la vie révèle beaucoup de choses de l'époque, et d'une certaine manière, dont la vie révèle aussi beaucoup de choses, y compris du premier cercle, y compris de l'empereur lui-même, quant à leurs relations, quant à son caractère. Donc je vais organiser cette conférence en deux temps. Le premier, c'est une première partie destinée à vous donner une vue un peu large, un peu synthétique de mon héros, de manière à ce qu'on vous le présente un peu d'abord, pour que vous sachiez d'abord un peu qui il est, vous présentez l'homme en somme. Et ce faisant, j'essaierai de tirer les enseignements et de dégager un peu les lignes de force de la vie, vous le verrez, assez mouvementée de ce militaire né sous Louis XV et mort sous Louis-Philippe. Et je partagerai avec vous, j'espère, les conclusions d'une dizaine d'années de recherche, alors pas à plein temps, je vous rassure, j'ai fait d'autres choses en même temps, mais quand même à peu près 10 ans de recherche depuis une première rencontre à Montoire, sur les terres de cet homme, puisqu'il habitait un château qu'on verra tout à l'heure, où nous avons fait un colloque où François était là, Thierry n'avait pas pu venir, Jacques-Olivier Boudon était là, Charles-Éloi Vial aussi, enfin, toutes sortes de gens intéressants, et qui ont donc pour la première fois fait un colloque autour du personnage de l'époque et du génie de Napoléon en 2015. Il y aura une seconde partie dans laquelle Catherine nous passera un certain nombre de diapositives, de photos que je commenterai pour entrer un peu plus dans les détails de cette vie et vous détailler un peu quelques aspects. Alors, pour commencer cette introduction, je commence par une citation. Après tant de travaux, de courses, de fatigues et de dangers pour le service de votre majesté, devais-je m'attendre à tant de sévérité? Tels sont les mots que le premier inspecteur général du génie, Armand Samuel de Marescot, celui que l'on nomme donc le Vauban de la Grande Armée ou le Vauban de Napoléon, adresse à l'empereur en septembre 1808. Il vient d'être saisi au collet par un gendarme, emmené sous escorte et enfermé ensuite de Marseille à la sinistre prison de l'Abbaye à Paris. Lui qui pourtant est grand officier de l'Empire, grand aigle de la Légion d'honneur, lui dont l'épouse suivante est l'une des dames du palais de l'impératrice Joséphine, dont la fille est une filleule des Bonaparte, celle qui est dans les bras de l'épouse, dont le fils Samuel, à l'arrière, a été premier page de l'empereur, suivant Napoléon botte à botte, campagne de Prusse campagne de Prusse en 1806 et 1807 contre la Russie. De cette position supérieure au sein de l'élite et de la cour impériale, nous avons donc cette très belle image, portrait familial monumental, aujourd'hui encore toujours dans le château familial, même s'il a quitté la famille depuis peu de temps. Et ce tableau est l'œuvre de Fortuné Dufaux, peintre élève de David, obscur Dufaux, dit-on souvent dans les articles ou dans les ouvrages, qui mérite d'être un peu plus étudié, ce que je fais, comme étant un peintre relativement officiel pendant une période de sa vie entre 1800 et 1808, et très proche de Marescot. Alors cette image, c'est vraiment l'image de la splendeur des Marescot, d'une famille, on peut le dire, tout entière au pied du trône, tout entière, à part la personne de gauche qui n'a pas d'intérêt pour nous, tout entière tournée autour de la cour impériale, avec des fonctions très importantes, ayant le droit des entrées, présente lors des audiences solennelles et autres parades, mais qui ne reçoit, ça c'est clairement attesté, ni principauté, ni dotation. Son titre de grand officier de l'Empire le place au sommet de la hiérarchie militaire et politique, d'où sa place, du reste sensible,
Lors du sacre, il est parmi les derniers qui ferment le grand cortège qui va des Tuileries à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Comme ses collègues chefs d'armes, il clôt le cortège impérial. Et à l'entrée dans la cathédrale, alors oublions l'image traditionnelle que nous avons du sacre de l'empereur, il va être détourné vers ce grand trône, cette espèce de monument érigé à l'ouest, côté de la façade occidentale de Notre-Dame, et il va être placé tout en haut des gradins, dans cette partie de l'édifice, juste au pied du grand trône où se tient l'empereur, sa famille et les grands dignitaires. Et donc, il va être de ceux qui écouteront le plus près l'empereur, le fameux serment républicain que le pape s'est bien gardé d'écouter, puisque lui s'est réfugié, comme vous le savez tous, à la sacristie pendant ce temps. Alors ce statut aussi prestigieux que fragile ne l'empêche pas de subir bien des mauvais traitements, des offenses et même des humiliations publiques. Pas le seul, il y en a sûrement beaucoup d'autres. Sa carrière au service de l'empereur s'achève par 4 années de prison, et c'est en cela qu'il est le plus connu, finalement, c'est par sa chute et ses difficultés, en partie de prisonnier, entre 1808 et 1812, 4 années de prison, à l'abbaye, je l'ai dit, puis dans une autre prison militaire, un peu moins dure, là où se trouve la bibliothèque Sainte-Geneviève aujourd'hui. Et c'est la dégradation, on lui enlève tous ses grades, c'est le bannissement. Une fois qu'il sort de prison, il est banni jusqu'à la chute de l'Empire, à 40 lieues de la capitale. Pourquoi de cela? Parce que Napoléon lui impute le crime le plus grave pour un officier de son empire, son armée, c'est la faute contre l'honneur, faisant de lui une des victimes emblématiques de ce qu'on a appelé la tyrannie du régime et de son chef. C'est pourquoi, ne se sentant et n'étant, je le crois, ni coupable ni responsable, Marescot tombe de très haut lors de son arrestation. Il écrit aussitôt à l'empereur, à Napoléon, ces mots que je vous ai lus tout à l'heure, pour lui rappeler ses états de service brillants, son zèle à le servir, leur proximité aussi, tentant par ces mots d'apitoyer son souverain et de se défendre de la colère d'un Napoléon rendu furieux par la toute première défaite en race campagne d'une de ses armées. C'était celle évidemment de Dupont à Bayonne en juillet 1808. Comme l'a dit François Hochet, à notre colloque de Montoire, il y a eu quelques vaisselles ou quelques plats qui ont dû connaître une fin précipitée lors de l'annonce de cette défaite à Bayonne. Alors, reprenons peut-être un par un les mots que Armand Samuel, dans sa supplique à l'empereur, a utilisés. Et je évoquerai d'abord les dangers. Si l'on prend le premier mot, celui de danger, c'est d'abord le danger de leur combat commun depuis la première rencontre qui est Toulon. Nous y reviendrons tout à l'heure en images, en 1793. Quelques grandes campagnes communes ensuite, celle de Marengo en 1800, lorsque Marescot lui sauve la mise, on peut le dire, je crois, très nettement et authentiquement. C'est un peu grâce à Marescot qui a pu faire sauter le verrou du fort de Bar que l'armée de réserve a pu franchir, après le mythique passage du col de Grand Saint-Bernard, a pu réussir à franchir ce barrage et à se diriger vers Milan et donc vers Marengo. Sinon, on ne sait pas trop ce qui se serait passé. Mais halte à l'histoire fiction. Ils sont aussi ensemble à Austerlitz. C'est attesté en 1815 pendant quelques journées où, ensemble, ils arpentent le champ de bataille futur en mettant en place des retranchements, des redoutes pour détourner les Russes de leur chemin normal et les pousser dans le piège célèbre de Pratzen. Pensons aussi au camp de Boulogne et à tout ce littoral que Marescot fortifie contre les Anglais lors de ce grandiose et inutile projet de descente en Angleterre. Il y eut tant de marches, tant de bivouacs, tant de discussions sur le champ de bataille, ou aux Tuileries, ou à Saint-Cloud, cartes à l'appui. Il y eut de 1793 à 1808 tant de plans échafaudés ensemble pour s'assurer de la victoire, ou en tout cas éviter la déroute en cas de défaite. Le premier inspecteur général du génie a été si souvent aux côtés de son empereur, indispensable à son service jour et nuit, partageant avec lui les dangers de la guerre, que sa chute pouvait à juste titre passer pour parfaitement incompréhensible, mais quelque peu injuste. Alors les travaux, qu'est-ce à dire les travaux? Durant 8 années, de 1800 à 1808, il a été chargé de penser, en accord avec le chef de l'État bien sûr, tout le système fortifié de la France nouvelle
et de l'empire étendu au continent. Il avait entretenu avec l'empereur un dialogue constant, avec des hauts et des bas, je l'ai dit, des convergences, des divergences, des querelles, même parfois violentes, qui révèlent beaucoup de leurs deux caractères difficiles et de leur conviction que chacun avait une science supérieure à celle de l'autre. Ce qui a pu marcher pendant un certain temps, mais à partir d'une certaine date, vis-à-vis de Napoléon, ça ne marchait plus très fort. Donc c'est un peu une des explications de leur querelle permanente et du fait que Marescot a perdu la bataille. Ils sont tous les deux issus, effectivement, des meilleures écoles et sûrs l'un et l'autre de leur savoir, de leur supériorité de l'un sur l'autre. Ils ne sont pas toujours en accord sur la stratégie. L'un, évidemment, Marescot défend l'héritage de Vauban, tandis que l'autre, s'il ne le méprise pas autant qu'on a pu le dire, le connaît mal, le comprend mal et assez mal à l'aise avec la guerre de siège et surtout avec ses lenteurs. Marescot a durant des années arpenté l'Empire, adressant à l'empereur d'innombrables rapports, un véritable continent archivistique qui est à Vincennes aujourd'hui, esquissant la construction d'une véritable ceinture de fer autour de la France démesurément agrandie par les conquêtes de la Révolution et par ses victoires de l'Aigle. Jusqu'en 1808, Marescot est sans cesse en voyage, sans cesse en course, mot qu'il utilise, qu'il se précipite pour aller prendre possession des pays conquis après les victoires. Il l'a fait après Marengo et il le refera après Austerlitz. À peine Austerlitz gagné, Napoléon l'envoie prendre possession de toutes les forteresses italiennes qui reviennent désormais à la France. Et il ne mesure pas ni sa peine, ni sa fatigue, comme il l'a évoqué lui-même. Ayant tout vu par lui-même, Marescot noircit des pages et des pages de rapports destinés à Napoléon. Ils conçoivent ensemble un système fortifié, complexe, qui est fait de forteresses combinées entre elles, de forts détachés, de redoutes, d'ouvrages à cornes, de casemates, de casernes, de routes fortifiées, de lignes de communication pour asseoir la logistique de l'armée. Il imagine de grandes places de dépôt, ça c'est la demande de l'empereur, des forteresses imprenables, capables de résister à l'ennemi le temps nécessaire à la contre-offensive. Je pense, on dit dans cette phrase, effectivement, à Alexandrie, dont l'empereur disait qu'il devait tenir une année en cas de perte de l'Italie du Nord pour que survienne une armée de secours et permettre ainsi la contre-offensive. C'est le second âge d'or de la fortification française, nous dit-on, et je crois à très juste titre. Pour la défense du territoire d'abord, mais pas seulement. L'art de la fortification est bien plus important dans la manœuvre napoléonienne qu'on ne le pense généralement. Donc Marescot, de ce point de vue, est bien un second Vauban, car il est le responsable principal d'un développement spectaculaire de la fortification française sous le règne de Bonaparte. C'est pourquoi on peut parler aussi autant des forteresses de Marescot que des forteresses de l'Empire. Il ne les a pas toutes dessinées en détail, mais les a en général planifiées, conçues et fait implanter au bon endroit, et ce, durant les 8 années de son règne, de 1800 à 1808. Il est l'expert en ce domaine très technique dont Napoléon a besoin pour fortifier son empire et indispensable aussi durant ses différentes campagnes. Dans les fortifications, dans les forteresses et aussi avec les armées en campagne, deux rôles du génie à cette époque. Armand Samuel mérite bien de ce point de vue son surnom de second Vauban de notre histoire. Mais alors, occupe-t-il vraiment la même place que Vauban occupait dans l'esprit et le cœur de son maître? Voilà une question transversale, un fil rouge de cette biographie. Quelles sont ses relations personnelles avec son empereur? Et sur un autre plan, notre général a-t-il la même renommée que Vauban? Pas vraiment, évidemment, puisqu'il est sorti de nos mémoires, je l'ai dit, il est sorti de nos manuels d'histoire et il n'est plus guère connu que de quelques spécialistes, je l'ai dit, et de quelques habitants du Vendômois, son pays d'origine. Successeur de Vauban, perçu comme tel en son temps, c'est certain, mais jamais étudié, vous l'avez rappelé, et sans biographe jusqu'à aujourd'hui. Quasiment tombé dans l'oubli, rayé de nos mémoires. Alors, est-ce que ça valait la peine de s'intéresser à ce second rôle, cet obscur second couteau de l'épopée impériale, surtout connu pour sa chute spectaculaire? À quoi bon révéler la vie de cet obscur général? Eh bien, de mon point de vue, la vie d'un homme comme le chef du génie impérial peut apporter des éclairages sur des aspects inconnus de la guerre, sur la haute hiérarchie militaire et politique du temps, et indirectement sur Napoléon lui-même. Je dirais même plus largement sur la période qui a précédé, autant que sur la période qui va suivre la chute de l'Empire. Oui, d'accord, excusez-moi.
Et cette vie est encore plus largement révélatrice des tribulations et des déchirements de toute une génération d'officiers français formés aux écoles du roi, dans les écoles du roi, celle qui a 20 ou 30 ans en 1789 et qui a été ballottée par des événements furieux et qui est constamment confrontée à des choix dramatiques. Sa vie entière n'est faite que de choix cornéliens. Premier dilemme, fallait-il en 1792, chute de la monarchie, choisir de poursuivre avec la monarchie, mais ailleurs, et donc s'exiler, et finalement émigrer, peut-être combattre d'autres Français? Fallait-il au contraire demeurer au pays et servir une république exagérée, sanguinaire, celle de Robespierre et de la Terreur, malgré ses convictions profondes? Lui, l'officier aristocrate, je mets les guillemets qui s'imposent, mais dans les deux sens du mot, il est né dans l'aristocratie et il est aristocrate au sens de l'époque, qui a été menacé un jour tout simplement d'être fusillé par Saint-Just dans une tranchée devant la ville de Charleroi, qui n'a été sauvé que de justesse par un général Jourdan, plus courageux que la moyenne, qui a réussi à lui sauver sa peau. Et il y a 3 marescaux, ils sont tous les 3 dans les armées. Il y en a un dans l'artillerie, celui que le correspondant général cite au tout début, dans le tout premier volume, qui était à Auxonne en même temps que Bonaparte. Et Bonaparte dit dans une de ses lettres, n'oubliez pas de saluer Maresco de ma part, mais ce n'est pas le mien, c'est son frère, qui était élève de l'artillerie. Et l'autre qui a lui aussi fait le génie, aucun des 3 n'a émigré. Ce qui prouve quand même une espèce de permanence de la volonté de rester, pour des officiers formés par le roi, au service de la patrie, fût-elle celle des Jacobins, des ultra-révolutionnaires. Déshonoré, mais fort injustement, en 1808 par un souverain impitoyable, déchu de tous ses titres et fonctions, il est libéré de prison au bout de 4 années. Sa vie semble s'achever en 1812, au moment où on le juge, et on lui propose une retraite honteuse en Touraine. Mais comme vous le savez, à cette époque, l'histoire roule un train d'enfer. Après sa chute inattendue, survient celle tout aussi inattendue et pour lui miraculeuse de Napoléon lui-même, qui tombe du trône en 1814. Alors, en 1814, fallait-il refuser la main du destin? Bien, évidemment, il ne le fait pas. Le banni renaît alors et on lui propose il retrouve son honneur car on lui propose de retrouver son poste. Et nous le verrons tout à l'heure dans la partie imagée de la conférence, il retrouve son poste de premier inspecteur général du génie dès le 8 avril 1814. Donc parmi les premières mesures du gouvernement provisoire de Talleyrand. Et cette réhabilitation est surtout due à l'inattendu ministre de la Guerre qui est Dupont, le vaincu de Bailén, qui évidemment en blanchissant Maresco se blanchit un peu lui-même. Évidemment, on peut comprendre la raison profonde. Mais un an plus tard, 1815, diable, que faire? L'empereur revient, que faire? Le retour de l'aigle panique un certain nombre de gens, et en particulier Maresco en premier. Eh bien, tout simplement, il repart à Tours, en exil, se remettre dans la position où il était au moment où l'empereur régnait encore. Mais quand même, pas tout à fait stupide, il interroge le ministre de la Guerre en lui demandant quelles seront les instructions de l'empereur à son égard. Et là, il y a cette apostille invraisemblable. L'empereur fait répondre par Davout, tout est oublié. Et donc, on passe l'éponge. Ça se passe très vite. Dans les jours qui ont suivi le retour de l'aigle, et aussitôt, il le reçoit aux Tuileries, et Maresco te dire, il m'a fort bien reçu. Il l'invite à dîner, un banquet un peu officiel, dans les jours qui suivent. Mais Maresco, toujours aussi malin, évite de s'engager trop loin dans le ralliement aux 100 jours et se débrouille pour ne pas être à Waterloo et ne pas être impliqué dans la campagne de Belgique. Il a un poste qui n'a aucun intérêt, quelque part sur une frontière du Jura, et donc il se tient quand même relativement à l'écart, pensant et sentant que la fin était inéluctable. 1815, à cause de ce semi-ralliement aux 100 jours, il est mis à la retraite en septembre. Mais sa vie politique ne s'achève pas en 1815. Il ressuscite une deuxième fois et fait partie de ce qu'on a appelé la fournée libérale de la Chambre des Pairs de 1819, nommée par Louis XVIII pour retrouver une majorité gouvernementale favorable à son gouvernement et à son jeune ministre, qui est le célèbre Decazes. Et le voilà réconcilié avec lui-même en tant que monarchiste modéré et libéral convaincu. J'ai eu le sentiment que la première restauration était le régime selon son cœur, dans la mesure d'autant plus
que Louis XVIII faisait une sorte d'amalgame entre la résurrection, la remise sur le trône de la monarchie légitime et l'héritage de la Révolution. Et ça lui convenait, je crois, parfaitement bien. On a quelques éléments pour affirmer cela. Et il ne déviera pas de sa ligne politique, tombant dans l'opposition dès la chute de Decazes et dès la prise de pouvoir, sous Charles X en particulier, par les ultras. Et donc il finira à la fin de son existence par rallier sans aucun problème un certain Louis-Philippe pour un dernier serment, en réalité, conforme au premier, à ceux de sa jeunesse, en faveur d'une monarchie constitutionnelle au modèle anglais. Sa carrière, ô combien mouvementée, ne manque pas d'intérêt. Telle est notre conviction et la raison même de cette publication. Mais tenter d'aller plus loin, de cerner l'homme privé dans toute l'étendue de sa personnalité, de son caractère, de ses opinions, de ses sentiments, de ses affections, se révèle délicat, pour ne pas dire impossible, en l'absence d'archives personnellement. En tant qu'archiviste, j'ai toujours couru après les correspondances familiales ou les correspondances personnelles, après les journaux, après des archives privées. Et il se trouve que manifestement, tout ceci a été brûlé par sa veuve après sa mort en 1832, et on ne retrouve que quelques épaves qui m'ont beaucoup servi, que j'ai vraiment, dont j'ai extorqué tout ce que je pouvais extorquer, pris tout ce que je pouvais prendre. Mais fort heureusement, l'homme laisse deviner tout de même ses opinions politiques à travers quelques moments d'éloquence, et il le fait 3 fois. D'abord en 1787, quand tout jeune trentenaire, capitaine du génie, il prononce un discours extraordinaire devant l'Académie d'Arras. C'est celle de Robespierre, ça évidemment, vous le savez déjà. Celle de Carnot, son ami, comme lui, du génie, et comme lui en garnison à Arras, en tout début de carrière. Tous les deux sont élus à l'Académie d'Arras. Tous les deux font partie d'un club de poètes, les Rosati. J'ai découvert, je ne sais pas l'existence des Rosati, club de poètes de l'Artois. C'est l'anagramme d'Artois-Rosati. Et si vous le savez peut-être, moi je ne le savais pas, si le fils de Carnot s'appelle Sadi, je m'étais toujours demandé pourquoi diable a-t-il donné ce prénom à un de ses enfants. C'est parce que Saadi est le nom d'un poète persan du XIIe siècle qu'affectionnait particulièrement Carnot et qu'il a dû chanter dans un de ses textes à lui. Et il a gardé longtemps cette pratique d'homme de lettres, de poète. C'est une facette inconnue de la personnalité de Carnot qui n'en manque pas. Donc ça, c'est 1787. Et en 1814, donc je l'ai dit, il est rallié aux Bourbons, remis sur son siège, et voilà qu'on l'envoie pacifier l'armée ex-impériale en province. On l'envoie à Angoulême pour parler devant 4 ou 5 divisions présentes là-bas. Et là, il se fait le chantre d'une monarchie paternelle, modérée, pacifique, et point essentiel, je l'ai dit, acceptant toutes les avancées de la Révolution. C'est le fond même de son discours à Angoulême. C'est la première restauration, celle qui lui a rendu son poste et qui lui a rendu son honneur de plus. Et enfin, une troisième fois, en juillet 1830, alors qu'il est pair de France, dans l'opposition, le gouvernement Polignac l'envoie présider le collège électoral de Vendôme qui doit voter pour les législatives et donc élire un candidat. Et là, il se montre clairement libéral, hostile aux idées ultra, et qu'il trouve parfaitement inepte du ministère Polignac, mais tout autant hostile aussi aux idéaux républicains et révolutionnaires, surtout que c'est le moment où il y a des incendies inexpliqués à cette époque, juste avant la chute du régime de Charles X, et qu'on a un peu peur de voir la révolution reprendre son cours. Et là, clairement, il s'y oppose en disant « mais non, n'ayez pas peur, ça n'arrivera certainement pas, et votez donc pour le candidat libéral, n'ayez pas crainte de voter pour un candidat libéral ». Voilà les 3 grands moments, il n'y en a pas beaucoup d'autres, d'expression politique de notre héros, qui sont des moments rares, mais qui quand même sont révélateurs de la persistance de ses opinions. Alors je l'ai dit, ni journal ni correspondance, donc on va devoir se cantonner notre travail aux aspects proprement militaires et un peu politiques, comme je voulais un peu expliquer à l'instant même, de sa très longue vie, tâchant de le comprendre, de le restituer sa vie et de tirer des archives le maximum, non sans une certaine empathie, il paraît que c'est toujours le cas dans les biographies, à l'égard d'un homme auquel on ne peut que s'attacher par ses qualités humaines et par ses qualités professionnelles. Et en tirer finalement une conclusion. Marescot a traversé un siècle extrêmement chahuté,
de 1858 à 1832, du règne si brillant et raffiné de Louis XV à celui plus terne et grisâtre du roi bourgeois Louis-Philippe. Que de changements, que de mutations, le monde n'est plus le même. Il est bien ce traînard que pointe Chateaubriand parlant de lui-même dans une de ses lettres. Il a vu mourir tous les siens et s'écrouler tout un monde. Un traînard dans ce monde a non seulement vu mourir les hommes, mais vu mourir les idées, principes, mœurs, goûts, plaisirs, peines, sentiments. Rien ne ressemble à ce qu'il a connu. Il est d'une race différente de l'espèce humaine au milieu de laquelle il achève ses jours. Chateaubriand le disait de lui-même, on peut l'appliquer à Marescot, qui aurait pu dire la même chose en 1830-1832, à la fin de sa vie. J'en ai fini avec ce propos un peu général, et je vais laisser maintenant Catherine officier pour la suite, un certain nombre d'images que je pourrais commenter au fur et à mesure. Je vous ai peut-être beaucoup gêné, non? Je m'excuse. Voilà donc un jeune homme né en 1758 au milieu de ce paysage. Enfin, en fait, il est né à Tours, mais il a vécu toute sa petite enfance dans ce paysage que vous avez découvert lors du colloque de Montoire. Nous sommes dans la vallée du Loir. Voilà le château tel qu'il est, le château familial des Marescot, qui s'appelle Chalais, et dans lequel se trouve le grand portrait que j'ai montré tout à l'heure. Suivante. Il a commencé un cycle de 14 années d'éducation dans trois entités différentes. D'abord, le collège royal de la Flèche, qui forme les cadets que vous voyez là-haut en uniforme, où on leur apprend déjà quelques talents de dessinateur et où il a reçu des éloges quant à ses aptitudes et à son caractère. C'est quelques épaves du château de Chalais, mais il y en a vraiment très très peu. Suivante. Ensuite, il intègre, alors, la Flèche a été dirigée par les mêmes personnages qui dirigeait l'école militaire de Paris, assez connue, assez célèbre. Et il y passe 4 années. Alors, Napoléon, je crois, n'y a passé qu'une seule année. Lui, il passe 4 années et il y connaît tous les exercices militaires dans le champ de Mars actuel, les montées à l'assaut de redoutes d'exercices qu'on appelait le Fortin-Brune, du nom du directeur de l'école, et qui amusait beaucoup les Parisiens, comme on le voit sur cette gravure suivante. Il intègre ensuite, après, au moment même où il y a eu une grande réforme, 1777, oui c'est ça. À droite, on voit le texte de la réforme de la grande école de Mézières. Il y a un concours extrêmement sélectif, il y a 4 lauréats et pas plus. Tout ça est gouverné par Monge, qui n'est pas n'importe qui, et il reçoit un enseignement théorique un peu, mais surtout pratique, durant 7 ans de séjour, non pas à Mézières. Mézières, il n'y reste que 2 ans. Il y a 2 ans dans un régiment d'infanterie et il y a 2 ans dans une forteresse avec un plus ancien dans le corps qui apprend aux plus jeunes le métier. Suivante. Et voilà ce qu'il est capable de faire. Ça, c'est encore un des morceaux, des épaves des archives personnelles dans le château de Chalais. Voilà ce qu'il est capable de faire quand il est élève à Mézières. Alors, on en trouve des exemples identiques dans le fond des fortifications Vincennes, des milliers d'exemples de plans de la vie ainsi dessinés. Donc, très fort quant au dessin de cette nature. Ensuite. Alors, les premières garnisons, il a écrit à un moment donné de sa vie, il a écrit une petite notice anonyme, autobiographique, dont on devine tout de suite quel est l'auteur, c'est-à-dire lui-même, pour se défendre en 1821, mais c'était avant la mort, c'était en janvier 21, donc c'était avant l'annonce de la mort de l'empereur. Et il dit, mais s'il n'y avait pas eu la Révolution, j'aurais fait une modeste carrière d'officier du génie, que j'aurais quitté à 40 ans pour épouser une jeunesse et jouir d'une retraite, ce que son père avait fait, son grand-père avait fait, c'est exactement ce que la petite noblesse vendômoise avait fait autour de lui. Et alors, ça ne se vérifie pas vraiment. Arras, je vous en ai parlé, je n'en dirai pas plus, mais dans le livre, vous aurez l'occasion de lire des pages sur ce fameux discours d'Arras qui, pour moi, marque vraiment ce qu'était que la philosophie de cette époque. Il est plutôt voltairien que rousseauiste et il est amateur de tout. Ça va de l'art des jardins à la mode, en passant par la cosmologie, l'herboristerie, enfin, et bien sûr les mathématiques, la physique, la chimie, qui était son domaine de prédilection. C'est un discours assez extraordinaire et plein d'enseignements.
Avesnes n'en a rien dans son dossier. Et ensuite, il arrive à Lille. Suivante. Alors Lille, ça se passe pas très bien, suivante, parce que c'est le début des guerres de la Révolution. Et donc, le premier coup de feu est donné au Pas de Bézieux en avril 92, et il en est, et il est un des acteurs du Pas de Bézieux et des massacres qui ont suivi. Et on va le retrouver aussi un peu plus tard, dans un deuxième moment, toujours à Lille, pour le bombardement de Lille, dont j'en parlerai un peu après. Alors, le premier épisode, c'est celui-ci, où on le propose à la croix de Saint-Louis, car il a tenté de sauver la situation. Donc les Français quittent l'île, le territoire national, pour franchir la frontière à Bézieux et aller attaquer à Tournai l'armée autrichienne, pensant que, comme elle était composée de soldats belges, pensant qu'on les accueillerait à bras ouverts. 3 coups de canon et toute l'armée française se débande et se précipite en criant à la trahison dans les murs de la citadelle de la ville de Lille. On prend un certain nombre d'officiers. Le général Dillon est massacré à coups de baïonnette. Ensuite, son corps est brûlé sur un bûcher public. Et le chef de Marescot aussi. Et 2 personnes essaient de faire ce qu'elles peuvent pour empêcher la rentrée des Autrichiens dans l'île, ce qui aurait été une perte considérable. C'est Dupont, qu'il rencontre pour la première fois, je crois, et Marescot. Donc, une proposition de récompense. Suivante. Non. Non, suivante. Non, c'est à l'envers, là. Tu es à l'envers, là. Ma pauvre amie, tu te trompes de sens. Voilà, voilà. Voilà. Alors, le bombardement de Lille, ça a aussi une découverte de mon travail sur Marescot. J'avais zappé, pour le dire vulgairement, cet épisode qui se situe juste après Valmy. Évidemment, toutes les armées françaises sont allées en Champagne barrer la route de Paris et elles sont toutes allées à la célèbre victoire de Valmy, dégarnissant complètement le front du Nord. Et les Autrichiens en ont profité dans les jours qui ont suivi et ont tenté de faire le siège de Lille, mais pas assez nombreux. Eux aussi avaient envoyé leurs troupes ailleurs. Ils n'ont fait qu'un bombardement. Et là, Marescot était seul aux affaires, et il a été d'un courage et d'une intelligence telle qu'il a été un des héros de cet épisode qui est oublié au niveau national, mais n'est pas du tout au niveau local. Le centenaire a été furieusement célébré à l'époque de Mauroy, maire de Lille, donc au siècle précédent. Suivante. Alors là, c'est fondateur, si je puis dire, c'est la toute première rencontre avec le futur empereur, avec Bonaparte, lors du siège de Toulon. Et ça ne s'est pas trop bien passé, mais chacun cherchant un peu à se mettre en avant et prétendant peut-être être à l'origine du plan génial. Il n'y a pas d'autre mot. On dit que Austerlitz, c'est génial, mais Toulon, je trouve que c'est tout aussi génial, dans la mesure où, vous voyez, la ville est au fond tenue par les Anglais, révoltée contre la Convention, drapeau blanc, on reconnaît le roi de France, Louis XVII. La rade, la petite et la grande rade sont parfaitement occupées par la marine anglaise, très forte, la Navy. Les autres marines, piémontaise, sarde et napolitaine, etc. Et au lieu d'attaquer la ville, ce qu'on ne pourrait pas faire, bien tout simplement, on va attaquer la grande redoute anglaise qu'on appelle le Petit Gibraltar, dans la pointe de l'Aiguillette, qui est quelque part ici. Et c'est Marescot et Bonaparte à la tête des colonnes d'assaut qui prennent cette redoute très bien défendue par les Anglais. Dès lors que cette redoute était prise, on tourne les canons sur la rade et on attaque les vaisseaux anglais. Que font les Anglais? Évidemment, ils décampent. Donc c'est la victoire du siège de Toulon, siège qui n'a jamais eu lieu. Et ça se passe mal entre eux, et dans sa petite notice de 1821, Marescot dit, on parle même d'un duel, et il dit non, quand même pas, on n'est pas allé jusqu'à tirer l'épée, mais enfin, il y a eu une querelle assez violente. Suivante. Alors, l'année 94, l'année suivante, c'est ce que j'appelle l'année glorieuse, parce que là, c'est le moment où il monte en grade à toute vitesse, comme d'autres, pas le seul. Et il est au précaré de Vauban, il défend, il attaque selon les besoins. Et en particulier, là, il attaque Charleroi, et en réalité, en prenant après 3 épisodes, c'est là où il a failli être fusillé par Saint-Just, tellement Saint-Just trouvait qu'il allait trop lentement pour prendre cette ville. Et en arrivant à prendre cette ville, il a permis à l'armée de Jourdan de se dégager et de se positionner autrement, et il a provoqué ainsi
la bataille de Fleurus et la victoire de Fleurus. Alors si on voit un ballon, c'est le premier exemple d'aérostation, ça vous le savez déjà, qui est dû au corps du génie, mais pas du tout à Maresco, un de ses collègues, et qui n'aura pas de lendemain. Premier ballon qui observe le champ de bataille, c'est le drone de l'époque. Suivante. Alors, il se couvre de gloire dans des attaques comme celle de la forteresse réputée imprenable de Maastricht, sur le bord de la Meuse, qu'il prend en 11 jours, exécutant un siège comme à l'école de Mézières, un exercice pratique, paraît-il, absolument parfait, d'après ce qu'on en lit chez les historiens de cette époque et plus récents. Alors ça, c'est un plan qu'il a signé de sa main, donc des attaques qu'il a organisées avec toutes les tranchées, les tirs contre la ville forte de Maastricht. Suivante. Oui, alors ça, on le veut passer rapidement. C'est simplement pour montrer qu'à chaque fois qu'il prend une ville ou qu'il défend bien une ville, il monte en grade et qu'à chaque fois, c'est le comité de salut public qui lui fait passer les grades. Là, vous avez noté la date, chef de brigade, le 25 juillet 1794, donc un petit peu avant le 9 Thermidor. Et là, un peu plus tard, oui, voilà, 1er septembre, là, on le voit passer général de brigade, toujours par le comité de salut public, et toujours en récompense, et il dit dans ses lettres, j'espère me rendre digne de cette faveur. Voilà, suivante, s'il te plaît. Et après? Oui, novembre, oui. Merci. Voilà, il est au sommet du grade avant un certain Bonaparte, ce qui peut-être peut laisser quelques mauvais souvenirs. Suivante. Alors, ensuite, oui, alors la période qui suit est un peu plus confuse, de 1794 à 1799. Donc il en fait un petit résumé que je vous laisse lire. En fait, on constate à lire cela, ce qu'il a écrit dans cette notice que vous avez sur la partie gauche de l'écran, c'est qu'il passe son temps à aller d'une armée à l'autre, à servir un général. Puis à peu près tous les généraux importants de l'époque, il les a servis les uns ou les autres, avec certains, je veux dire, Masséna, ça s'est plutôt mal passé, Moreau, ça s'est très bien passé. Ils avaient bien sûr des concordances ou des discordances selon leur tête, leur caractère ou leurs compétences. Donc je passe vite là-dessus, mais c'est une période de mouvement où il est chef du génie désarmé en campagne. Et en même temps, vas-y, suivante, s'il te plaît. Non, dans l'autre sens. Et en même temps, il est reconnu, il est nommé inspecteur général en 95, il est membre de l'Institut, ce qui est une faveur reconnaissante d'une capacité parmi les savants de l'époque et dans la classe des sciences physiques en 1896, et il en est averti par un certain Sieyès, on doute ce nom. Il est attaché militaire auprès du directoire, et à un moment donné, assez curieusement, je crois sous l'influence de Sieyès, parti des modérés, parti des révisionnistes de la Constitution, il a failli faire partie du directoire et, ou un peu plus après, il a failli devenir ministre de la guerre à la suite du départ de Bernadotte. Mais politiquement, il n'était pas dans le courant qui risquait trop de gagner ces élections. Là, les chambres étant plus au bain des néo-jacobins que du courant réformateur. Et pour le consoler, Sieyès le fait envoyer à Mayence où il s'ennuie beaucoup. Mais il y a preuve de cette liaison entre Sieyès et lui. Il y a dans les archives de Sieyès, aux archives nationales, un petit billet, un petit échange de lettres. On voit très bien qu'ils sont en connivence. Et il lui dit, vous m'aviez un peu oublié à Mayence, s'il vous plaît, pensez à moi. Voilà. Alors, de cette... Oui, oui. Non, non, je ne suis pas... je suis pas au-dessus, là. Non. Non. Voilà, c'est ça, merci. Oui, voilà. Alors, la question que je me suis posée, bien sûr, c'est... Non, ça s'est fait, ça. On passe à la suivante. En quoi est-il le Vauban de Napoléon? Suivante, s'il te plaît. Donc, il est nommé le 5 janvier 1800, donc au tout début du consulat définitif, dans un poste qui est créé pour lui de premier inspecteur général du GIE. En même temps, on le nomme et en même temps, on crée le poste. Et il est nommé comme Vauban, il était près du Grand Roi, il est nommé auprès du premier consul, avec bien sûr des liens à voir avec le ministre de la Guerre, c'est évident. Suivant. Bon, là, on a déjà vu. Ah oui, sinon, intéressant quand même. Sur le grand tableau familial,
Catherine a fait un cercle là-haut parce qu'on ne verra jamais où c'est. Au-dessus de la pyramide familiale de cette famille au pied du trône, il y a un médaillon, et je vous l'ai agrandi à gauche. Et à ma grande surprise, quand j'ai examiné ce tableau la première fois, je m'attendais à trouver le visage de l'empereur, évidemment 1806 quand même. Et pas du tout. Qui voit-on là? Vauban. Voilà, sans commentaire. Suivante. Vauban, donc, il a fait un éloge funèbre splendide, je dois dire, un très beau morceau d'éloquence, quand il a été chargé par l'empereur de l'opération de transfert du cœur de Vauban, comme il y avait eu celui de Turenne, aux Invalides qui deviennent le Panthéon militaire. Alors, Turenne, c'est 1804, je crois, de ce mémoire. Et là, nous sommes en mai 1808, et un peu malicieux, notre cher Napoléon choisit de commémorer la victoire de la prise de Danzig. Donc il prend le jour de l'ascension de cette année, qui est exactement le jour anniversaire de Danzig, et il met en valeur le rôle de Lefebvre, je crois, si je me souviens bien, et le rôle de toute l'armée impériale, et diminue un peu le rôle de Maresco. Donc en plus, il s'arrange pour organiser l'absence. Donc il prépare un monument qui n'est pas celui-ci, mais celui qui existait avant, certains éléments sont encore là. Il prépare le monument, il le conçoit, il le fait exécuter, il prépare la revue des troupes et la cérémonie, il fait l'éloge funèbre, mais il n'est pas capable de le prononcer puisqu'il est à Bayonne, en train d'assister au piège tendu au roi d'Espagne, dont il ne dit pas grand bien dans ses écrits ultérieurement. Suivante. Alors, qu'est-ce que le génie? Évidemment, vous le savez, mais tout le monde ne le savait pas, moi le premier, avant de m'intéresser à Maresco. C'est d'abord le domaine des fortifications, avec les retranchements, les batteries, les souterrains, les pavés, les chemins, les ponts, les fontaines. C'est tout un ensemble assez extraordinaire. C'est tous les bâtiments militaires qui dépendent du ministère de la guerre, finalement, les casernes, les poudrières, les corps de garde, et qui dépendent aussi du ministère de la Marine et des colonies. Il étend son empire aussi sur les ports, et même jusqu'à Saint-Domingue. Et il a, parmi ses... dans sa besace, il a tout le matériel, ça c'est normal, mais aussi le personnel, y compris les bureaux qui, au ministère de la Guerre, sont chargés de contrôler le génie. Donc c'est un système assez bizarre où il se contrôle lui-même. Et il a bien sûr le dépôt des archives, le dépôt du génie, et il a aussi les plans reliefs. Voilà ce qu'était la compétence de cet homme. Alors, le grand dessein de Maresco, qu'il partage avec l'empereur, c'est de mettre sur pied un système, un autre système, un système fortifié européen à la dimension du nouvel empire, avec, en suivant l'extension de cet empire, au fur et à mesure de l'extension des conquêtes et des victoires de l'Aigle, on change de stratégie quant aux fortifications à mettre en place successivement. Et on se pose bien sûr la question, que faire des anciennes fortifications? Et Maresco raconte qu'il a eu beaucoup de querelles avec son empereur pour lui convaincre qu'il ne fallait pas détruire le précaré de Vauban, les forteresses belges ou les forteresses hollandaises. L'empereur lui disant, mais enfin, vous pensez qu'un jour, j'aurai un nouveau besoin, vous voulez donc parler de ma défaite? Et lui, pied à pied, empêche, en tout cas, si elles ne sont pas entretenues, si elles ne sont pas réparées, qu'elles ne soient pas détruites. Et il s'en targuera en 1814, évidemment. Alors, de cette époque, il y a ce monument extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, que je vous montre en quelques images. D'abord, il montre que la frontière, ce n'est pas une frontière, mais c'est une marche profonde. C'est l'atlas de l'an 12, offert en étrenne au premier consul le 1er janvier de l'an 12, 1804, par Maresco. Et tout le corps du génie s'y est mis. Chacun on a demandé à chacun des directeurs des fortifications de faire les notices de ces fortifications, et au chevalier Allan, qui est aussi un personnage très intéressant, qui était le secrétaire du comité des fortifications, de rédiger toutes les notices. Et il y a 4 volumes, dont vous recevez un peu voilà. Et vous avez à chaque fois des frontispices dessinés par tel ou tel capitaine du génie, qui sont des merveilles absolues, qui prouvent qu'à Mézières, on n'apprenait pas seulement à tracer des fortifications, mais aussi que le dessin d'ornement avait sa part. Voilà, donc tu peux passer. Et à chaque fois, bien sûr, il y a les attributs particuliers de chacune des frontières. Le dernier, c'est naturellement les ports et la frontière maritime, et donc les attributs maritimes. Superbe. Alors, il y a 2 exemplaires. L'un entre les mains de notre ami Martin Barros à la bibliothèque de Vincennes, avec le timbre B, il a appartenu donc à Bonaparte. Et le second que nous avons découvert à Chantilly, dans les archives Condé, c'est-à-dire du duc d'Aumale,
est noté comme ayant appartenu aux collections du général Marescot. Donc il en avait fait faire 2 exemplaires, un pour lui, un pour Bonaparte. Et Aumale a dû faire acheter l'exemplaire Marescot, et il se trouve aujourd'hui à Chantilly. On peut le consulter. Suivante. Proche de Marescot, j'ai dit que c'était effectivement une de mes lignes rouges. Oui. Alors la première partie de cette section-là, c'est les honneurs. On peut le penser quand on voit ce document. Ce document, c'est le registre des actes de baptême de saint Thomas d'Aquin en 1803. Et on voit la petite fille du tableau tout à l'heure se faire baptiser avec comme parrain et comme marraine. C'est peut-être pas très original, mais enfin c'est quand même notable. Joséphine, donc elle s'appellera Cécile Joséphine. Cécile comme sa mère, Joséphine comme Joséphine. Et le premier consul comme parrain. Suivante. Je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était quand même pas rien que d'être au sommet des gradins, au plus près du trône. Donc, pas besoin d'y rentrer à nouveau en détail, mais ça fait partie des honneurs importants avec tout protocole mis autour du monde curial, des manifestations publiques du début de l'Empire. Suivante. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même eu l'impression que le fait de ne pas être celui qui ornait par son médaillon le haut du tableau a dû faire grincer quelques dents du côté de l'empereur quand il est passé au salon de 1806 devant ce monument dédié à Vauban. Suivante. Alors les conflits. Bon, Toulon, je l'ai dit, donc je ne l'évoque plus. Plus étonnant. Pas plus étonnant, mais plus vif encore, la querelle autour du fort de Bar. Tu peux aller, oui. Alors, cette gravure montre très très bien la situation. Le fort de Bar, c'est un tout petit fort, genre rien du tout, et personne ne pouvait imaginer qu'il pouvait être un obstacle, tellement il était faible et petit. Mais comme il le dit dans un de ses rapports, la nature a fait toute la défense. La nature, c'est-à-dire la gorge extrêmement étroite. Le seul passage est une petite route qui passe dans le village, mais qui est sous le feu des Autrichiens. Et il n'y a pas 400 ou 500 Autrichiens, il y en a 3 fois plus. Ils se sont tous réfugiés. Après l'arrivée au Grand Saint-Bernard, ils se sont tous réfugiés dans cette petite citadelle. Ils tirent à boulet portant sur l'armée, et seule la cavalerie de Lannes a pu passer et faire office d'avant-garde. Mais toute l'armée est bloquée. Et alors, il y a un témoin, j'en ai parlé hier à François, que je trouve absolument fabuleux, qui est le père d'Alfred de Musset. Il se trouve que Victor Donatien de Musset-Pathé était un voisin de campagne né dans Vendômois comme Marescot, et il l'a pris en partant en 1800 pour l'armée de réserve, à peine nommé, et part pour l'armée de réserve, et il prend avec lui dans ses bagages Victor Donatien, qui a un certain talent de plume, qui est un bon auteur et qui fait un volume intitulé Voyage en Suisse et en Italie, qui m'avait échappé au début. Voyage en Suisse et en Italie, je me suis dit, c'est un guide, enfin c'est quelqu'un qui raconte ses voyages. Ben, pas du tout. C'est le voyage de l'armée de réserve de Paris, Dijon, Genève, le col, la descente du Val d'Os, vu au jour le jour par un esprit pré-romantique, déjà romantique, et il y a une alliance intéressante entre l'étude de la nature, la force importante à ses yeux des montagnes qu'il n'avait jamais connues avant, et peu de gens de l'armée de réserve devaient avoir connu les montagnes, et la marche, le chaos de la marche de la Grande Armée. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est en quoi cette marche était complètement chaotique et invraisemblable. En tout cas, il lui permet de trouver un chemin, c'est ce que montre cette gravure, dans la montagne, en oubliant le fort, on passe par-dessus, on le déborde, et on passe de l'autre côté, et le fort tombe bien plus tard, alors qu'il n'est plus un obstacle. Et donc Marengo a lieu après. Alors, plus intéressant, parce qu'encore plus inconnu, Juliers, c'est une petite ville du plat pays rhénan, pas très loin d'Aix-la-Chapelle, sur une petite rivière qui s'appelle la Rohrer. Voilà, vous avez le plan tel qu'il est dans les archives du dépôt des fortifications, et continue. Et les deux responsables, alors ça commence par une piqûre d'amour-propre. C'est le moment où Napoléon fait son grand voyage d'Aix-la-Chapelle, descend visiter la frontière, etc. Or, pour aller visiter les fortifications proposées par un certain Marescot, qui il oublie d'inviter dans son cortège, Marescot. Donc, on a une relation un peu effarouchée du directeur des fortifications locales qui dit « J'étais tellement surpris de ne pas pouvoir sortir de la calèche à côté de l'empereur, et j'ai dû moi-même répondre aux questions de l'empereur, qui m'a été très, très bon avec moi, très, très, très doux, très bon, mais je n'avais personne pour répondre à ces questions parce que vous n'étiez pas là. » Premier élément intéressant. Deuxième élément intéressant, c'est qu'à peine revenu à ces quartiers, l'empereur dicte à Berthier une lettre pas tendre, vraiment. Alors vous avez là un exemple, je vais sortir un seul extrait.
Donc, Catherine, tu peux peut-être le lire. D'abord, la lettre du ministre. L'empereur a jugé fort inutile toute la dépense qu'on a faite pour les casemates. Et le général Maresco répond: depuis un siècle, on accuse sans cesse les places de manquer de souterrain. Le maréchal de Vauban regrettait amèrement à la fin de sa carrière d'avoir commis cette faute dans ses nombreuses constructions. Tarson les recommandait par-dessus tout. Aujourd'hui, que dans les sièges, l'artillerie est prohibée à outrance, les souterrains deviennent plus indispensables que jamais. On n'en peut trop avoir, excepté que dans des cas très rares. Un ouvrage sans souterrain est un ouvrage imparfait, inhabitable, absolument indéfendable. Donc on voit que lui, Maresco, s'adapte à l'évolution technique, avec le progrès de l'artillerie, pas l'empereur. Ensuite, le culot de Maresco. Vas-y. Répondant aux critiques de Napoléon, il écrit que si on suivait ses prescriptions, les canonniers de la place dirigeraient leurs poulets aussi souvent dans l'ouvrage lui-même et sur ses défenseurs que dans les... Oser écrire ça à l'empereur, même si c'est en 1804, ça fallait être culotté. Et naturellement, il a dû avaler son chapeau, le pauvre Maresco. En 1806, le dossier montre qu'il a été obligé d'en passer par les volontés de l'empereur. Suivante. Alors, on a, par chance, il se trouve qu'en 1808, l'empereur a voulu savoir où on en était de ces années, de ces 8 années de mandat de Maresco à la tête du génie, et il trouvait bien sûr que ça allait trop lentement, que ça ne marchait pas comme il voulait. C'était l'empereur tout craché. Donc, il a envoyé une sorte de lettre de cadrage, comme on dirait aujourd'hui avec nos charmants énarques. Il a cadré les dépenses à 12 millions, tandis que Maresco dit non, il nous en faut 77. OK, pour l'année prochaine, 19 me suffiront. Mais il a fait quelques remarques pertinentes. Il lui dit, mais réparer les sites anciens, ceux qu'on a un peu abandonnés, épuisent les finances avant même d'entreprendre de nouveaux projets. Parce que des nouveaux projets, il y en a à l'appel. Et ils sont très dépensiers en hommes et en argent. Et de très belles choses qui ne sont pas forcément construites. Et il pointe un autre problème bien connu des fonctionnaires français de notre 21e siècle, c'est la sous-consommation des crédits. Ce qui fait qu'on n'a pas les moyens de consommer l'argent qu'on vous donne, parce que ça manque de bras. Non, c'est l'autre sens. Ah oui. Voilà. Et le rêve de cette Europe fortifiée semble tout à fait impossible à réaliser. Les deux penseurs du système ont perdu un peu le sens des réalités. Autant Vauban avait pu corseter la France de Louis XIV, un peu étroite, autant Maresco ne pouvait absolument pas faire la même chose au niveau de toute l'Europe impériale. C'est mon opinion. Ce qui se dégage, la lecture de ce bilan intéressant. Suivante. Alors, la faute, quelques instants. Promenons-nous du côté de l'Espagne et de Baleine. Alors la faute, c'est ça. C'est que ce grand tableau du Prado que nous avons vu là, il n'y a pas si longtemps, et qui représente la reddition par Dupont, Vedel et Maresco, si je peux l'identifier, c'est celui-là. Il ressemble pas trop mal aux autres portraits qu'on a de Maresco, et devant Castaños, le général espagnol, qu'il salue. Voilà, toutes les scènes de capitulation se passent un peu de la même manière. Suivante. Alors, que s'est-il passé à Baelen en un mot? Je ne vais pas m'étendre sur la bataille de Baelen. Donc, on a envoyé Dupont avec une petite armée de conscrits mal expérimentés, peu aptes à faire la guerre. On l'a envoyé vers Séville, et donc il a suivi, sortant de, si ce n'est pas de Madrid, c'est à côté, suivi la vallée de Guadalquivir, et il est allé comme ça jusqu'à Cordoue, qui s'est empressé de piller la cathédrale de Cordoue et de piller les vases sacrés, ce qui a rendu, dit-on, les Espagnols plus furieux que si on avait violé leurs femmes. Il a peut-être fait les deux, d'ailleurs. Et ce que j'ai découvert là, c'est que c'était les guerrilleros, peut-être, mais le vrai vainqueur de Baleine, c'est encore beaucoup plus l'armée espagnole. L'armée espagnole, qui était notre alliée jusqu'à la veille au soir, est passée de l'autre côté et est venue donner main forte aux guerrilleros, qui ne sont pas négligeables, qui sont de sauvagerie incroyable, mais c'est quand même l'armée qui a fait la bataille et qui a permis de battre cette petite armée isolée au fond de... Alors, après avoir pu aller jusqu'à Cordoue, il n'est pas allé jusqu'à Séville et Cadix, qui était son but de sa mission. Il a rétrogradé jusqu'à Andorra en attendant les ordres de Savary, qui avait remplacé Murat à Madrid, lesquels ne venaient pas, puisque toutes les estafettes étaient prises, les lettres prises par les Espagnols, bref, et les estafettes massacrées en général. Voilà, suivante. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est ce qu'il écrit lui-même dans le mémoire dont je vous ai cité les premiers mots là, tout à l'heure en début de conférence.
à peine le général Maresco fut-il à 20 ou 25 lieues. Donc il est parti le 16 mai de Bayonne. Et il est allé, donc 4 jours après, il était à Madrid. Et aussitôt, il est parti vers l'Andalousie, qui était à feu et à sang déjà. À peine le général Maresco fut-il à 20 ou 25 lieues au-delà de Madrid, il se trouvait au milieu de pays insurgés. Ce fut avec la plus grande peine qu'il se réfugia auprès d'un corps français commandé par Dupont, qui était à 7 ou 8 lieues en avant. Et c'est ça le nœud de l'affaire, c'est qu'il s'est réfugié. Voyant que beaucoup de ses petits camarades, qui avaient eux aussi 2 aides de camp et peut-être 2 soldats, avaient été massacrés de manière horrible, il s'est réfugié dans l'armée la plus proche, c'est-à-dire celle de Dupont, mais il n'a pris lui-même aucune responsabilité à aucun moment dans les décisions de Dupont. Et s'il a participé à la négociation de la capitulation, c'est par bénévolence, car Dupont, voyant l'insuccès de ses tractations avec l'Espagnol, lui a dit, vous connaissez le Castaños depuis longtemps, vous avez des relations cordiales avec lui, car vous avez été correct quand vous étiez le vainqueur et qu'il était le vaincu. Maintenant, il est le vainqueur et nous sommes les vaincus. Essayez de l'apitoyer. Et c'est ce qui s'est passé. Et dans cette très belle communication de Montois, François, tu as beaucoup parlé de ce que l'armée a fait signer et a obtenu la signature par l'armée espagnole d'une capitulation tout à fait normale, conforme aux règles de l'honneur, pas de problème, sauf que le pouvoir politique, qui était la junte de Séville, a renié la signature de l'armée et que les Anglais qui assistaient à toutes les négociations, sans dire un mot, se sont bien gardés d'appliquer les résultats de la capitulation, qui prévoyaient en particulier que tous les soldats allaient jusqu'à Séville, retrouver quelques vaisseaux français sortis de Trafalgar et même peut-être utiliser la Royal Navy pour être rapatriés en France comme une nouvelle armée de l'empereur à Rochefort ou à Brest. Il n'a jamais été question. Ça s'est terminé sur les pontons de Cadix et ça s'est terminé à Cabrera, comme vous le savez tous. Voilà. Alors, il fait arrêter à son retour en France le général Dupont, plusieurs des généraux qui avaient combattu, et Maresco. Voilà, suivante. À leur arrivée à Marseille, alors qu'ils ne s'y attendaient absolument pas. Et la décision tombe le 4 septembre, dès le retour à Marseille, le 6 juillet, là on est au tout début du mois de septembre, le général de Maresco ayant conclu et signé l'infâme capitulation d'Andorra, et par là couvert son nom de déshonneur et d'opprobre, il ne peut plus rester à la tête du corps du génie. Donc c'est bien ça, c'est le déshonneur, ce que tu as bien montré François. C'était ça la faute principale. Donc là, je passe. Hein, il est en exil, il est en prison pendant 4 ans. On ne sait pas comment se sortir de ce piège diabolique d'un procès des vaincus de Bayonne. Lui avait droit à la haute cour, assez spectaculaire. Donc l'empereur n'en voulait pas, personne n'en voulait. Pendant 4 ans, on a cherché comment on allait se sortir de ce piège. Et puis l'empereur avait autre chose à faire entre 1808 et 1812 que de s'occuper du procès des vaincus de Bayonne. Et donc à la fin, il y a une commission spéciale. Alors c'est intéressant parce qu'on a l'avis de chacun des membres de la commission, tout le personnage important du système. Et certains seront très favorables à Maresco, disent c'est injuste que de le condamner. D'autres seraient bien allés jusqu'à le fusiller. Enfin bref, c'est intéressant à voir dans le détail. Suivante. Et il n'est donc pas fusillé, ses biens ne sont pas saisis, il se retrouve banni. Donc ça, je voulais raconter rapidement. Voilà ce document intéressant qui rappelle que c'est une décision du prince de Bénévent, mais je vous l'ai dit, le vaincu de Bayonne est derrière. Suivante. Alors voilà la postille après le retour de l'empereur. C'est là, vous avez la minute de la lettre qui va être envoyée à Maresco, qui sera signée du ministre de la Guerre, qui est Davout, dans lequel il dit « L'empereur me fait savoir que tout est oublié ». Je vous l'ai dit. Ça, c'est juste pour vous montrer. Sa résurrection de 1819 à 1832, où il est membre de cette sublime assemblée, réunion d'hommes considérables, comme les appelle Emmanuel de Varescal, une espèce d'imitation de la Chambre des Lords anglaise, où on a choisi, surtout en 1819, des vieilles familles aristocratiques de la vieille France, mais aussi un paquet de généraux, d'amiraux, de sénateurs, de conseillers d'État, enfin, toute la noblesse et tout le gratin du système impérial est représenté. Il y a plus de 60 pairs qui sont nommés tout d'un coup. Et donc, voilà, il y a des banquettes qu'on installe à la hâte. Et le nom de Maresco figure ici, à la hâte devant l'amphithéâtre pour pouvoir les faire siéger lors de cette première séance solennelle. Donc, il sera sénateur jusqu'à sa fin de ses jours. Il est mort des fièvres, comme dit sa femme, donc malaria attrapé dans ses différentes campagnes. Et aujourd'hui, il est là, dans cette petite chapelle néo-gothique, un peu à l'écart du château de... Vous l'aviez vu en y venant, je présume, à l'écart du château de Chalais, qui n'est plus dans la famille, mais la chapelle reste là. Et voilà. Alors, si je tente une sorte de conclusion, qui fut Maresco ?
un soldat du roi qui a fait toutes les campagnes, toutes les guerres de la Révolution de l'Empire, un scientifique, Académie des sciences, technicien reconnu et qui a été très très bien formé. Il est bien sûr représentatif de la petite noblesse libérale provinciale éclairée qui est tellement typique de la fin de l'Ancien Régime, adepte des Lumières, confère le discours d'Arras, officier courageux, l'a montré, il a été blessé à plusieurs reprises, officier patriote au service de la France. On l'a taxé qu'il défendait la France contre les Autrichiens. On l'a accusé d'avoir immigré alors qu'il avait des possessions en Auvergne. On lui a saisi ses biens, saisi ses revenus, alors qu'il n'était pas du tout en train d'émigrer. C'est un modéré, c'est un libéral. Il est au sommet de ce régime avec toute sa famille au pied du trône, sans être un intime de l'empereur. Et il n'a pas été récompensé, je l'ai, je crois, déjà dit. Pas de dotation exceptionnelle, pas de principauté, pas de pension. Il a simplement les revenus de ses charges, qui ne sont pas négligeables. C'est quand même 12 000 francs à chaque fois. Et c'est un caractère droit, mais quelque peu ombrageux. Et faute d'archives privées, il garde hélas une grande partie de son mystère. Voilà, je crois qu'avec ces derniers mots, j'en ai terminé de vous parler de mon héros. Et aujourd'hui est peut-être, je crois, la clôture pour moi d'une série de manifestations autour du livre qui a été publié l'année dernière. Et donc je termine à la Fondation Napoléon ce cycle de promotion de cet ouvrage et je ferme le tiroir Marescot avec vous.